Bonjour. Comment la relation d'emprise se rejoue dans la médiation et pourquoi cette médiation empêche à ce moment-là une négociation? Eh bien, d'abord définissons la relation d'emprise. C'est un processus de domination qui commence par une séduction de type manipulatoire, ce qu'on appelle le love bombing, l'offre de cadeaux merveilleux, dire à l'autre tout ce qu'il veut entendre, se positionner en sauveur si la victime est en demande d'aide, en détresse, ou se positionner en victime si la vraie victime est plutôt en empathie, dans une attitude altruiste et dans le rôle de sauveur, c'est-à-dire finalement anticiper les besoins de l'autre et en prendre soin, quelles que soient les circonstances, souvent à son détriment. Donc, l'agresseur utilise les failles de la victime, il observe quelles sont ses caractéristiques et il utilise ces failles pour installer le processus de domination. Il crée une idéalisation pour amener la victime au sacrifice de soi. Par exemple, il accorde toute son attention à la victime, il lui manifeste des gestes de protection, il met en avant des attributs de pouvoir pour intimider, il se pose en donneur de leçons, il donne des conseils qu'on ne lui a pas demandé, il envahit rapidement l'espace privé de la victime, que ce soit à travers des emails ou d'autres façons de finalement occuper tout son espace psychique. Donc une fois que la séduction de type manipulatoire a opéré, il lui dit bien sûr tout ce qu'elle veut entendre, il peut verrouiller la relation et c'est un mariage rapide, une mise en ménage rapide, la conception d'un enfant rapidement. Et c'est ainsi que commence le contrôle coercitif. Ce contrôle coercitif se caractérise par la réduction de la victime à l'état d'objet. Elle est l'objet de la domination de l'agresseur, l'objet de sa séduction et de ses violences. Donc c'est un rapport inégalitaire où la victime n'est pas reconnue comme personne avec des émotions propres, des besoins propres, des limites propres. Elle est considérée comme un objet. Donc il n'y a pas vraiment de dialogue possible, il n'y a pas de dispute non plus possible puisque dans une dispute, il y a deux sujets qui expriment un avis différent et qui entrent en conflit pour affirmer leur point de vue. Dans le processus de contrôle coercitif, au contraire, il y a un agresseur qui impose sa domination, qui impose sa volonté et son point de vue, et qui empêche la victime de s'exprimer, qui l'amène à un mutisme qui est là pour finalement la réduire à l'état d'objet. Donc, ce contrôle coercitif, eh bien, il va se traduire par des violences psychologiques, telles que par exemple l'isolement progressif de la victime, ou bien ça peut être également l'humiliation en public, l'humiliation par exemple par des tromperies ouvertes, et donc la victime se sent humiliée, rabaissée. Ça peut être aussi la fouille systématique du téléphone. Ça peut être des menaces de suicide par exemple. Ça peut être aussi le silence radio pour punir. Et donc, toutes ces façons d'isoler la victime l'amènent finalement par la violence psychologique à être de plus en plus affaiblie. Dans les violences, on a également la violence verbale, telle que par exemple la saper l'enthousiasme de la victime. Ça peut être également le dénigrement, faire sentir à la victime qu'elle est nulle, incapable. Ça peut être la culpabilisation, la culpabiliser finalement du moindre problème qui arrive dans le couple.
La contradiction, pour avoir le dernier mot, ou bien le chantage émotionnel, ou les menaces, la critique de la personne de l'autre, tu n'es bon qu'à ça, l'accusation pour rejeter toute la responsabilité sur l'autre, j'ai raté mon train car je dois tout faire à ta place, l'humour cynique qui vise à travers l'humour à agresser la personne de l'autre, ou bien l'oubli de son anniversaire, l'oubli de quelque chose qui est important pour la victime, ou bien la retenue pour éviter de communiquer des informations et ainsi de se montrer tout-puissant vis-à-vis de la victime. Par contre, questionner constamment la victime sur ses moindres faits et gestes pour pouvoir mieux la contrôler. Le discrédit qui vise à minimiser la violence, les insultes, la mise en dette également, j'ai tout sacrifié pour toi par exemple. Et donc toutes ces violences verbales peuvent être parfois suivies de violences physiques, donner des coups, secouer, ça peut être gifler, ça peut être toute forme de violence qui utilise parfois une arme, ou bien le recours à des drogues. Et donc, toutes ces violences peuvent également donner lieu à des violences sexuelles. C'est ce qu'on appelle le viol conjugal, quand il n'y a pas de consentement, ou quand il y a des façons de faire qui ne sont pas acceptées des deux côtés. Et enfin, on a les violences économiques, par exemple le contrôle du compte bancaire, empêcher l'autre de travailler, ou empêcher l'autre de dépenser n'importe comment. Donc, c'est toutes ces violences qui maintiennent le contrôle coercitif et qui permettent finalement à l'agresseur d'avoir de plus en plus de pouvoir sur la victime, même finalement s'il n'est pas là, puisque grâce à toutes ces violences, la victime intègre le discours de l'agresseur et s'interdit à elle-même certaines choses. Donc c'est une sorte de conditionnement grâce à des méthodes à la fois comportementales, cognitives et émotionnelles. Par exemple, dans les méthodes comportementales, la privation de sommeil en questionnant constamment l'autre, même durant la nuit. Par exemple, le priver de nourriture. Dans les méthodes émotionnelles, c'est instiller constamment la peur. La peur, par exemple, du monde extérieur, que le monde extérieur est mauvais et que seul l'agresseur est bon. Et donc, on a les méthodes mentales également, par exemple, les messages paradoxaux. Ces messages paradoxaux sont une alternance de messages contradictoires sur le plan verbal, non verbal. Il y a une contradiction parfois entre les faits, les gestes, les comportements et les paroles, où le non-verbal est en contradiction avec le verbal. Donc tout ce contrôle coercitif est décrit par Stark, qui a développé cette théorie du contrôle coercitif pour décrire les violences conjugales. Et donc cette emprise qui réduit l'autre à l'état d'objet n'est pas nécessairement visible par la victime, non plus par l'entourage, puisqu'il y a donc cette alternance de séduction et de violence. Et donc souvent, Stark dit la victime ne voit qu'un barreau et ne voit pas la cage. Et l'entourage peut également voir un barreau et ne pas voir la cage. Et donc, elle est progressivement réduite à l'impuissance apprise. Donc, cette impuissance apprise a été décrite par Seligman, par des études en laboratoire sur les animaux qui ont été enfermés dans une cage et qui, au bout d'un certain temps, eh bien, lorsque la cage est ouverte, après des chocs électriques récurrents, ne sortent plus de la cage. Donc, ce contrôle coercitif peut évidemment aussi s'exercer par le biais de l'entourage des enfants. Il a une dimension à la fois culturelle, sociétale, et aussi il peut être variable suivant les religions, suivant les couches de la société. Mais il a le même objectif dans tous les cas, c'est réduire la victime à l'état d'objet dans une relation inégalitaire,
une relation de domination, où l'identité de la victime est de plus en plus estompée, effacée. Et donc, quand on en vient maintenant à, lors d'une séparation, par exemple, à entrer en médiation avec l'agresseur, ça pose problème, puisque dans cette médiation, le couple est censé dialoguer, par exemple, pour le partage des biens, la garde des enfants, ou d'autres raisons. Et donc, ici, il ne s'agit pas évidemment d'une interaction entre deux sujets qui ne sont pas d'accord, il s'agit d'une relation d'emprise où l'un des deux partenaires est réduit à l'état d'objet. Et donc, cette médiation ne peut opérer puisque dans cette médiation, il est nécessaire que les deux sujets présentent leur point de vue, leurs émotions, leurs besoins, leurs limites, fassent des demandes. Tout cela est impossible dans une relation d'emprise. Et donc, le médiateur se trouve devant une situation vraiment difficile puisque les deux individus ne sont pas ouverts. La victime parce qu'elle est réduite au silence, parce qu'elle est terrorisée, parce qu'elle a perdu de plus en plus son identité, et l'agresseur parce qu'il ne veut pas révéler ce qu'il ressent et ses intentions réelles dans la relation. Donc, le problème est complexe. L'auteur, en plus, se victimise très souvent. Il y a inversion des rôles. Et dans cette victimisation, il peut présenter ce qu'on appelle un déni de ses violences, de sa manipulation, même s'il y a des incohérences dans son discours, dans son comportement. Ce n'est pas évident. Donc, il peut utiliser à ce moment-là le médiateur, finalement, pour continuer à instrumentaliser la victime et à exercer sur elle des violences. D'autre part, il peut finalement décrire des faits qui ne sont pas la réalité, puisqu'il est dans le déni, puisqu'il veut manipuler, et ce n'est pas évident non plus de repérer ce qui est vrai de ce qui est faux. C'est très important donc d'identifier les mécanismes d'identification projective, c'est-à-dire comment l'agresseur, homme ou femme, peut projeter dans le médiateur ou dans l'intervenant social en général ce qu'il ne veut pas ressentir en lui. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs avec la victime. Il projette en elle ce qu'il ne veut pas percevoir en lui, et notamment par identification projective, il va envoyer toutes ses peurs, toute sa honte, son sentiment d'impuissance, de culpabilité et d'autres choses encore qu'il ne veut pas percevoir en lui. Donc ça c'est important quand on rencontre évidemment le couple, de percevoir, tiens, qu'est-ce qui m'appartient dans ce que je ressens? Est-ce que ça appartient à mon interlocuteur ou est-ce que ça m'appartient? Donc, il y a vraiment beaucoup de difficultés rencontrées dans ce processus et une réelle confusion, notamment la confusion entre conflit et violence. En effet, le conflit, donc, comme je le disais, implique deux sujets qui ne sont pas d'accord et il y a possibilité d'arriver à une négociation, alors que dans l'emprise, il ne s'agit pas de conflit, il s'agit de violence. Et ces violences sont en alternance, puisqu'il y a également toutes sortes de techniques de manipulation qui sont utilisées. Et donc, j'ai consacré une vidéo sur les techniques de manipulation perverse, si vous voulez l'écouter. Donc, ne pas se laisser séduire par la volonté d'instrumentalisation de l'agresseur est très important. Et repérer, par exemple, des jeux de regard séducteurs, et ne pas se laisser impressionner par le silence de la victime, qui n'est pas un silence rejetant ou hostile, mais qui est le silence d'une personne réduite à l'état d'objet, qui est terrorisée, qui a peur des représailles. Et c'est ce silence qu'il est important de comprendre avec empathie et bienveillance, sans le juger. Donc, le problème de la médiation, c'est que l'objectif n'est pas possible, puisque ici, dans l'emprise, on ne peut pas négocier.
Donc, si le médiateur se rend compte de cette impossibilité, eh bien, c'est important qu'il puisse en référer à d'autres intervenants, psychothérapeutes, etc., de manière à ne pas se laisser instrumentaliser par l'agresseur. Et c'est dans une psychothérapie individuelle que chaque partenaire peut travailler sur sa problématique et celle de l'agresseur est également là, puisqu'il s'agit pour lui d'apprendre à se mettre à la place de l'autre, d'apprendre l'empathie, d'apprendre à se connecter à ce qu'il ressent et prendre conscience de ses conflits intérieurs. Alors que pour la victime, sa problématique est souvent antérieure à la relation d'emprise. Il s'agit de sortir de cette impuissance apprise, de ce stress post-traumatique qui est là, suite aux violences, mais qui peut être déjà précédemment installé s'il y a eu des abus, des violences, des négligences dans l'enfance. C'est ce qu'on appelle le stress post-traumatique complexe. Et donc, cela aussi, c'est quelque chose qui peut se traiter dans un accompagnement individuel. Donc, la médiation qui doit être neutre est inenvisageable, évidemment, puisque ici, on a affaire à un processus d'emprise, de domination, où la victime est réduite à l'état d'objet. On ne peut pas nommer les violences dans cette neutralité, et pourtant, c'est ce qui serait nécessaire de faire quand on est dans un travail thérapeutique. Évidemment, le plus important est d'aider la victime, par exemple, à identifier les violences, car souvent, elle n'en est pas consciente, elle ne les repère pas suite au traumatisme de son enfance. Donc, c'est important de comprendre ce processus. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez lire Les victimes de pervers narcissiques, récits et témoignages, Guérir le traumatisme aux éditions Ellipse. Et si vous voulez également en savoir plus, vous pouvez lire Les victimes de pervers narcissiques, Guérir le traumatisme dans la collection Sans questions-réponses aux éditions Ellipse. Tout ce processus d'emprise, évidemment, il est présent dans les violences conjugales, mais également dans les relations d'emprise au travail, ce qu'on peut observer dans le harcèlement moral au travail, et donc la réflexion est la même. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, lisez ces livres où je décris ce phénomène de façon générale. Au-delà, évidemment, de ce profil du pervers narcissique, il y a d'autres profils qui amènent à la relation d'emprise également. Et donc, c'est important de comprendre ce processus pour s'en sortir. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée.